Cette vidéo existe grâce au don Tipeee d'Emile Wolf. Vous aussi, n'hésitez pas à soutenir mes créations vidéo en déposant un don sur mon compte Tipeee pour que vous puissiez choisir un film à critiquer en vidéo. Et grâce à Emile Wolf, nous allons parler d'une merveille de l'animation, Le Roi et l'Oiseau. Se plaindre du cinéma français est un cliché injuste. Je veux dire, ouais, on a beaucoup de drames sans intérêt filmés avec les pieds, ouais, on a beaucoup de comédies simplistes et pas drôles, ouais, on a beaucoup de polars de papy chiants, mais faut arrêter de résumer toute l'industrie à ça. On est capable de faire de super films, même parfois les meilleurs films du monde. Le problème, c'est que l'industrie ne le met pas assez en avant, et les snobinards conservateurs ne l'encouragent pas parce que ça fait pas assez pseudo-intellectuel poète. Alors que merde, on avait de super réals qui ont fait de super films, comme Jean-Jacques Hano, Mathieu Kassovitz, Jean Cocteau, Jean-Pierre Jeunet ou Michel Audiard, et on a toujours de super réals qui font toujours de super films, comme Albert Dupontel, Rémi Besançon, Michel Gondry, Antonin Baudry, Julien Nel, Michel Hazanavicius, Alexandre Astier, même Alain Chabat est un bon réal capable de faire des films très sympathiques et même ambitieux. Et surtout, un genre où on est très bon et on pourrait même faire concurrence au reste du monde, l'animation. On est capable de faire d'excellents films d'animation en France, essayant différents styles et genres qui sortent des modèles imposés par l'animation américaine, mais à part Astérix, on va rarement les voir. Parce que soit c'est pas assez comme les mignons, soit parce que l'animation n'est pas assez snob pour les snobinards. Au point que la plupart des animateurs talentueux qu'on a en France, ils se font récupérer par Pixar et Disney. La France aurait pu être numéro 1 dans l'animation en images de synthèse, bien avant Pixar. Les studios Gribouille avaient un projet de film d'animation en images de synthèse adaptant 20 000 lieues sous les mers en 1994. Putain, on était en avance. Pixar se chiait dessus en voyant les extraits de ce projet. Mais parce que l'industrie française n'a pas financé le projet, parce qu'ils ne comprenaient rien, le film s'est pas fait et Toy Story a pris le titre. Putain d'industrie fainéante. Et un parfait exemple de ce potentiel grandiose mais oublié et que l'industrie gâche complètement est Le Roi et l'Oiseau. Un film qui rappelle énormément Le Voleur et le Cordonnier, que ce soit dans le style, mais aussi dans l'histoire de ce projet et ses galères. Le film a commencé sa production en 1946, a sorti une première version en 1953, mais sous une version désavouée par le réalisateur Paul Grimaud et le scénariste Jacques Prévert. Du coup, ils ont repris sa production pour le sortir sous une toute autre version en 1980. Ça et le fait que la version que j'ai vue commence par un écriteau expliquant que c'est une version restaurée qui a nécessité 2 ans d'élaboration à partir de 2001, putain ça doit être l'un des films les plus longs à finaliser. Là je pense qu'on peut dire on a un peu dépassé le record du Voleur et le Cordonnier. Ce film devait servir d'avatar à l'ambition du studio d'animation Les Gémeaux et devait être le premier long métrage d'animation français, voire d'Europe. À l'époque, non seulement l'industrie cinématographique européenne était balafrée par la Seconde Guerre mondiale, mais aussi Disney s'était imposé comme le maître de l'animation et les premiers longs métrages d'animation de l'histoire. Donc c'était un projet plein de fierté et de détermination pour que le cinéma français se relève. Mais différents soucis financiers, des producteurs qui ont le licenciement facile et tortionnaire, qui ont même viré le réalisateur pour que le film soit finalisé par un mec moins perfectionniste et plus rapide, une première version que le créateur détestait encore une fois. Tout ce que j'ai trouvé de cette version, c'est une vidéo toute pourrie en anglais sur le site de la médiathèque des petits débrouillards, et c'est pas si mal, mais clairement moins soigné en animation, en narration et en atmosphère que ce qu'il voulait faire. Ça, et il manque la plus belle scène du film aussi. Pour dire, le film a rapporté un prix au Festival de Venise et a inspiré les fondateurs du studio Ghibli. Et c'était pas assez bien pour eux, pour dire les perfectionnistes. Ensuite, ils ont eu une bataille juridique pour récupérer les négatifs du film et ils ont commencé la seconde production pour faire leur Snyder Cut, si vous voulez. Paul Grimaud dira qu'il a mis 5 ans à réaliser le film et 30 ans pour trouver le fric. C'est le cas de le dire car il est allé prendre les sous là où il pouvait, autant chez les compagnies américaines que chez les soviétiques et les japonais qui, bien sûr, se disputaient l'exclusivité du film, le CNC, et même le producteur du Cornio, Robert Dorfman, pour que finalement il s'arrête avec les films Corona et Antenne 2. Entre temps, l'équipe du film s'est dissoute, l'un des acteurs s'est révélé trop vieux pour reprendre son rôle et Prévert meurt en 1977, une météorite tombe sur le studio, j'ai inventé celle-là mais à ce stade m'en fous, je continue contre vents et marées, et enfin, ce con de film se décide à exister en 1980. Bref, de quoi parle ce film ? C'est une adaptation très libre et stylisée de La Bergère et le Ramoneur d'Hans Christian Andersen, qui a aussi écrit les classiques La Petite Sirène, La Princesse aux Petits Pois, La Petite Fille aux Allumettes, et bien sûr, La Reine des Neiges, adaptée très librement et délibrement par Disney. Cela raconte l'histoire d'un oiseau et d'un roi. Évidemment, l'oiseau est le narrateur de l'histoire, presque la figure divine, le Deus Ex Machina si vous voulez grossièrement. Et le roi Charles V et III font nuit font 16, ça commence bien. Roi qui est égocentrique, au sommet d'un château très vide, dominant un peuple condamné à vivre sous terre, tuant les oiseaux pour s'amuser, qui a tué la femme de l'oiseau d'ailleurs, et s'apprête à faire la même chose avec les enfants en plus, et commandant à la chaîne un nombre ridicule de statues et peintures à son image.
Bref, un sacré connard. L'oiseau s'amuse généralement à le critiquer et blaguer sur lui pour rabaisser sa fierté, comme Twitter blague sur Trump, si vous voulez. Un soir, dans sa chambre, où se trouve sa collection d'art, notamment son portrait photoshopé, les œuvres l'entourant prennent vie, notamment les tableaux d'une bergère et d'un ramoneur qui sont éperdument amoureux. Mais le portrait du roi décide de l'épouser parce que je suis le roi, je fais ce que je veux. Alors les deux amoureux s'enfuient. L'image du roi piège le vrai roi et le remplace pour poursuivre et épouser de force la bergère. Et le reste du film est la fuite des deux tourtereaux qui se feront aider par l'oiseau et qui les amèneront à découvrir les différents aspects de ce château ridiculement gigantesque et même mener une révolution. Un concept simple, normal pour un conte, mais pas moins riche dans son exécution et sa profondeur. L'animation, comme vous en doutez, est très soignée. Encore heureux vu le temps qu'ils ont mis à le faire. Apparemment, le film s'est fait avec un redécoupage de la précédente version et de nouvelles animations. Mais franchement, le mélange marche parfaitement et tu remarques pas la différence. Les mouvements de personnages, c'est marrant, parce qu'ils ont souvent ces mouvements très théâtrales qu'on a souvent dans les dessins animés français ou belges de l'époque, qui font souvent ridicule à cause de l'animation limitée et fixe. Mais là, la fluidité de cette animation donne un côté plus harmonieux et dansant à ces mouvements. C'est presque hypnotisant à force. Les décors sont superbes, on sent l'inspiration à la peinture, notamment Django Chirico et un peu Salvador Dali, non? Je sais pas, certains paysages, il y a un petit peu de ça, non? Je me trompe peut-être. Le son repose surtout sur les bruitages et le silence la plupart du temps. Rares sont les musiques et encore moins les dialogues. Mais cela participe à créer une ambiance pesante qui renforce le fait que ce con dirige un royaume de rien du tout. Et quand il y a des musiques, c'est parfois de la musique rigolote pour aller avec les situations purement Looney Tunes, ou des musiques plus mélancoliques, plus beaux, qui donnent un côté vraiment poétique à certaines scènes. Mais bien sûr, l'aspect le plus intéressant est son thème principal, l'art et comment il peut être utilisé comme une arme. C'est pas pour rien que le roi se fait remplacer par sa propre image. Déjà parce que ça montre que le roi s'enferme tellement dans l'illusion de sa perfection que son ego l'amène à sa perte et finit par dominer toutes ses actions. Mais le fait qu'il veut contrôler des œuvres d'art, des personnages de tableau pour imposer son règne et favoriser son bonheur égoïste dans une histoire de le roi épouse la bergère, ça amène toute une interprétation sur comment l'art peut être utilisé comme un moyen d'imposer son règne, ou au contraire, comment vaincre un tyran. Je veux dire, rien que le fait que le mec il y ait un mecha. L'oiseau, encore une fois, c'est le narrateur. Du coup, il influe sur l'histoire, il décide comment ça doit se finir. Et ça se finit sur la victoire du peuple, des métiers les plus humbles qui soient, ramoneurs et bergères, qui arrivent à échapper et vaincre le roi. Rien que le fait qu'il attaque le roi avec ses remarques moqueuses, c'est une leçon pour tous les humoristes qui se font taper sur les doigts quand leur humour rabaisse les minorités. C'est pas eux que tu dois rabaisser, Coco, ce sont les puissants. Tu prétends mettre tout le monde à égalité dans ton humour, fais descendre les puissants au même niveau au lieu de baisser encore plus les autres. Et cette histoire finit par la prise de contrôle d'un produit d'une industrie qui non seulement est une référence assumée à Metropolis de Fritz Lang, mais aussi, il n'y a pas meilleur symbole pour représenter le cinéma. Une grosse machine qui casse tout et fait de la musique et qui peut être utilisée contre le peuple, comme le cinéma de propagande, comme il peut être utilisé à protéger ce qui est beau, déconstruire une société, pour amener à en construire une meilleure sur de nouvelles bases plus pures, vaincre le mal, bref, libérer. La toute dernière scène du film, qui n'était pas dans la première version du film d'ailleurs, résume toute la beauté de ce film. L'oiseau prisonnier dans une cage et la gigantesque machine qui aide le petit être à en sortir. C'est parfait, c'est poétique. Le gigantesque qui aide le petit, le fait que c'est la machine qui aide le vivant, le fait que c'est une machine qui détruit une prison, c'est parfait. Si je devais critiquer un truc, et vraiment, c'est vraiment osef comme remarque et pardonnable au vu de la condition de ce film, mais les voix ont une différence de qualité entre elles. Je suis pas trop fan de la voix du roi par exemple, qui donne l'impression de pas trop coller au design ou au mouvement de lèvres. L'oiseau lui par contre il est parfait, rien à redire, même la voix elle est super cool. Et les autres voix ont une qualité de son plus ou moins compressée selon les scènes ou les personnages. Mais je suis sûr que c'est à cause de la condition de certaines rushs. Les mecs ont fini ce film comme ils pouvaient. Et si c'est le seul truc que je peux reprocher, dans ce bordel qu'a été cette production, eh bien franchement, chapeau. Si vous ne l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas. Non seulement ce film mérite d'être mis au panthéon des plus grands films français, mais en plus, c'est juste beau. Pourquoi je devrais vous expliquer pourquoi vous devriez voir un film beau? Faites-vous du bien un peu. Merci d'avoir regardé cette critique, et si vous voulez que je critique un film en particulier, n'hésitez pas à déposer un don sur mon compte Tipeee. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre le reste de la chaîne, fermez-la. À très bientôt.